De retour les amis. On oublie ce qui s'est passé le week-end dernier. On s'est vu peut-être trop beau et finalement on n'a pas concrétisé ce qu'on aurait pu penser comme un match charnière de cette saison. Il faut remettre les compteurs à zéro et se dire qu'il faut aller chercher une victoire à Nantes. Et pour ça, bien évidemment, j'accueille mon ami de toujours, El Gringo. Comment il va, mon frérot? Ça va, ça va mieux. Ça commence un peu à digérer. On se tourne vers l'avenir, vers le match de Nantes. Et ça permet d'oublier ce qui s'est passé dimanche dernier. Et avant d'accueillir notre spécialiste du FC Nantes, un ancien passé par RMC notamment, une petite page pub, non je déconne, le jingle les gars, vous avez le temps de liker, de partager comme toujours, ça nous donne de la force, ça nous permet de continuer, même si des fois avec Naïm on hésite à pas faire de vidéos, tellement on peut être un peu trop touché psychologiquement par ce qui se passe parfois à l'Olympique de Marseille. Là, il ne peut plus parler le pauvre. Il plaît. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait être au bout comme ça. Et mon ami Emeric, comment il va? L'ami Emeric. Salut les gars, ben ça va impec. Et vous aussi? Mieux? Mieux? On a connu des jours meilleurs, Emeric. Ouais. J'ai l'impression qu'il fait beau là. J'ai l'impression d'être à la Jonelière, non? Je suis pas loin. Ouais, un peu. T'es du bon côté de la France, sur l'ouest, mais plus au sud, moi je suis. Emeric, si tu peux te présenter un peu à tous nos auditeurs, parce que nous on t'a connu sur Twitter, mais je sais que tu as été pas mal dans le monde des médias. Ouais, ben j'étais animateur radio pendant une dizaine d'années. Et, alors, un peu dans le sport, mais surtout plus sur tout ce qui va être reportage plus voyage ou des choses comme ça. Voilà. Et puis après, en tant que supporter moi du FC Nantes, j'ai créé le Space FC Nantes. Donc, on fait des débriefs de matchs tous les week-ends, des matchs du FC Nantes. Voilà. La grande spécialité de la minute tactique avec mon ami Naïm, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Là, il y a le match à Nantes. Tu nous disais en préambule, vous avez l'habitude de relancer les équipes. Avec Naïm, chaque invité nous dit exactement la même chose. Naïm, tu as ciblé des points. On va démarrer d'entrée avec l'analyse vidéo en mode la palette. Pas Doudou, mais c'est la palette à Naïm. Oui, on a commencé de suite par le positionnement. Hein, c'est souvent la chose qui nous intéresse le plus. On a ciblé deux matchs. Le match contre Nice et le match contre Strasbourg. Le match contre Strasbourg parce que c'est le plus récent. Et le match contre Nice parce que dans l'esprit, ça pourrait ressembler au match qui nous attend. C'est-à-dire qu'ils ont joué une équipe qui était censée être supérieure à eux et qu'ils ont fait plutôt un bloc bas pour les attendre et contrer. Donc, c'est quelque chose qui pourrait y ressembler. Là, on voit bien le 4-2-3-1 qui est parfaitement dessiné sur leur position avec un bloc relativement compact et pas très, très haut, en tout cas en termes de pressing sur le terrain. Tu confirmes ce ressenti, Emeric, par rapport à la disposition 4-2-3-1 et à ce bloc bas? Ouais, c'est le dispositif qu'a choisi Comboiré cette saison. Après, bloc bas, mais je vais peut-être y revenir dessus tout à l'heure, mais paradoxalement, c'est pas sur un bloc bas qu'on est le meilleur. Ouais, bah, justement, donc là, c'est ce qu'on a vu contre Nice. Hein. Alors, il pouvait être même très très bas, hein, ce bloc avec tous les joueurs dans leur propre moitié de terrain. Et en fait, quand on a analysé le match de Strasbourg, c'est pas du tout ce qu'on a vu. Au contraire, on a vu un bloc très haut. On voit là qu'il va y avoir un pressing directement sur le gardien qui va décaler le défenseur. Et toute l'équipe nantaise va suivre en fait avec ce bloc de 4 joueurs qui va suivre le pressing initié par l'avant-centre. Et vous allez voir qu'ils sont tous très très proches de leurs joueurs. Et vraiment, de très nombreuses fois, ils ont empêché Strasbourg de sortir de leur surface, d'empêcher leur jeu court. Et c'est très intéressant parce que c'est en théorie ce que veut faire l'OM. Et là, on voit exactement la même chose, hein, sortie du gardien. Au début, il y a un petit peu de distance avec les joueurs ce qui leur permet une première relance courte, mais très, très rapidement, ça va se resserrer. Il n'y a qu'une seule passe facile, là, c'est sur le côté droit. Et on va voir encore une fois tout le bloc nantais qui va monter. On a 4 joueurs qui viennent enfermer là, dans cette zone. Et encore une fois, ils vont les empêcher de sortir, les forcer à dégager avec beaucoup de proximité. Ils sont vraiment très, très proches de leurs joueurs quand ils ont décidé de monter en bloc.
Passer la demi-heure de jeu, forcément, c'est très énergivore. Ils ont un petit peu reculé. Ils se sont mis un peu plus bas, je pense, pour respirer un peu, pour récupérer après beaucoup d'efforts dans le pressing. Mais début de deuxième, la 47e, hein, eh ben, exactement la même chose. Pressing directement sur le gardien. Et s'ils veulent rejouer court, ben, à chaque fois, on a un joueur nantais qui est très proche et qui empêche la relance. Ça les a forcés à revenir en arrière. Ils ont été enfermés, comme on l'a montré précédemment, avec 4 joueurs nantais. Et ça a donné une récupération. Donc, en fait, là, la question qu'on se posait, c'est ce match de Strasbourg, est-ce que c'est une exception? C'est une anomalie dans ce qu'ils ont fait? Ou est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils soient ambitieux de la sorte contre l'OM et qu'ils viennent nous chercher très très haut parce qu'ils savent qu'on va vouloir sortir tous nos ballons de l'arrière? Ben, contre l'OM comme contre Nice, je pense que ça va être plutôt la tendance à avoir un bloc bas et à aller faire du jeu très rapide vers l'avant. Après, en fait, nous, on subit contre pas mal d'équipes et on attend un petit peu qu'il y ait des espaces pour des joueurs comme Simon devant qui vont très vite, Ablin aussi. Contre l'OM, je pense qu'il n'y aura pas de prise de risque parce que Comboiré, c'est un entraîneur qui est un petit peu frileux, qui veut pas trop se découvrir non plus. Et des équipes comme Nice, comme l'OM, on sait que derrière, si on a un peu trop d'espace, ça peut être très dangereux pour nous, quoi. Donc, je pense qu'on va être plutôt sur un bloc bas, même si c'est vrai que nous, on a tendance à vouloir voir une équipe un petit peu plus joueuse et un peu moins frileuse parce que tu prends le bouillon pendant 80 minutes, donc au bout d'un moment, tu es obligé de craquer, en fait, au bout d'un moment, quand tu subis pendant trop longtemps. Surtout que contre Strasbourg, justement, vous n'avez pas subi. Vraiment, vous les avez énormément gênés. Le pressing était très, très intéressant. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on peut se poser la question. Comme tu l'as dit, ça vient sûrement de la frilosité de Camboiré, hein, qui est quand même un entraîneur typique Ligue 1. Hein, typique Ligue 1 des années 2000-2010, là, la Ligue 1 qu'on n'aimait pas forcément. Et ça vient sûrement de là, mais c'est vrai que c'était très, très intéressant, non, ce qui a été proposé contre Strasbourg dans le pressing. Oui, c'était intéressant. Après, en fait, on a depuis des saisons entières maintenant, on a ce problème de pas être constant sur 90 minutes. On va faire des bonnes séquences de jeu et on va avoir des moments qui sont vraiment très intéressants, comme contre Strasbourg. Contre Nice, c'était la même chose. On avait des bonnes séquences de jeu aussi. Mais il y a trop de moments où on est bas, où on subit et où on ne sait pas en fait défendre correctement. On a eu une époque avec Conceição et avec Ranieri où ça défendait très très bien. C'était très appliqué tactiquement, c'était vraiment très très propre. Il y avait très peu d'espace. Mais après, voilà, comme tu le dis, tu vois, Comboiré, c'est un entraîneur Ligue 1. C'est pas mal tactiquement, mais c'est pas non plus rodé comme du Ranieri ou des entraîneurs comme ça qui ont un bloc très bas, quoi. Mais une petite question aussi, parce qu'on a remarqué avec Naïm, je te le mets aussi à l'écran, je le mets à l'écran aussi, je vais un petit peu zoomer sur les résultats de Nantes. Vous avez très souvent, notamment sur les premiers matchs, ouvert le score. Ouais. C'est-à-dire que même que ce soit contre Saint-Etienne, contre Reims, Auxerre, il y a eu des victoires, mais très souvent, vous avez eu de très grosses... Contre Nice. Finalement, Angers, voilà. Et on va dire que Nantes démarre fort les matchs, ou est-ce que c'est juste une illusion, ça, Aymeric? Non, c'est ça. Et après, en fait, quand on marque, très vite, on va essayer de tenir le résultat, à pas trop se découvrir, à pas trop prendre de risques. Et donc, du coup, le fait de reculer comme ça, on va laisser l'opportunité à l'adversaire de se créer des occasions et marquer. Et même quand on mène 2-0, parce que c'est arrivé des fois où on menait 2-0, et t'en prends un, et derrière, alors là, c'est panique à bord, c'est le feu complet. Et du coup, tu laisses trop l'occasion à l'adversaire de revenir, et c'est ce qui se passe la plupart du temps. Ok. Justement, c'est bien que tu nous parles de la défense, parce que c'était un peu le sujet de la deuxième vidéo. C'était de se dire, on vous a présenté une équipe de Nantes qui a vraiment bien pressé, qui a été très intéressante contre Strasbourg. Donc, on pouvait se demander pourquoi ils ont perdu. Eh bien, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs de marquage. Et ça, on l'a aussi vu sur d'autres matchs. Par exemple, sur le match de Reims, on va voir là, sur cette action, l'énorme quantité de joueurs défensifs du côté de Nantes. Et malgré tout, vous voyez cette zone qui est totalement libre. Il y a 7 joueurs qui sont en phase défensive. Il y a que 3 ou 4 joueurs côté rémois qui attaquent. Et malgré tout, il y a cette zone qui est totalement ouverte et c'est là qu'ils vont s'engouffrer. Donc, en une simple passe, il y a quasiment toute la défense qui est éliminée. Et malgré tout, il y a encore beaucoup de densité et le Rémois est entre plusieurs joueurs nantais, mais il va pouvoir
marquer tranquillement parce qu'il n'est pas attaqué. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a retrouvé sur les 3 buts de Strasbourg. Vraiment la récupération et énorme densité. Je pense qu'il y a quasiment tout l'effectif de Nantes qui est dans cette zone-là. Et bien malgré tout, il n'y en a aucun qui va s'occuper d'André Santos, qui va se retrouver tout seul pour finaliser à 6 mètres de la cage. Et sur les 2 autres buts, c'est aussi ça. Là encore, André Santos, il a 2 ou 3 mètres de retard sur le défenseur, sur le premier Nantais. Donc il a largement le temps il a largement le temps de le voir arriver. Et en fait, tout le long, il ne va jamais prendre l'information. Il va le laisser passer devant lui tranquillement, ce qui va lui permettre de finir dans la cage vide. Et même le 3e but, c'est encore dans cet état d'esprit-là. Ils ont pas d'infériorité défensive. Ça rejoint un peu ce que tu nous disais, j'ai l'impression, Aymeric. C'est ne pas savoir défendre quelque part parce qu'il n'y a pas de problème d'infériorité. Là, il y a du nombre. Et chaque joueur peut aller fermer son adversaire et fermer la transition. Mais malgré tout, va se retrouver tout seul devant la cage, totalement oublié par les autres joueurs. Est-ce que c'est ça vraiment que tu nous disais quand tu disais qu'ils ne savaient pas forcément bien défendre? Ouais. Mais tu sais, moi, dans les spaces, j'ai tendance des fois comment dire, à défendre justement le jeu défensif. Moi, je suis un fervent défenseur du bien défendre. C'est-à-dire que, tu vois, moi, l'exemple le plus concret que j'ai, c'est l'Atlético Madrid de Diego Simeone. Tu vois qu'il y a une application à défendre. C'est un vrai savoir-faire en fait de bien défendre. Et en fait, notamment avec des entraîneurs style Ligue 1, style Gourvenec, Comboiré, tu vois, Dupraz, tous ces entraîneurs-là, il y a cette fausse idée de si on est 5 défenseurs et 3 milieux défensifs, on va pouvoir bien défendre et garder un résultat. Sauf que non, tu peux avoir de la densité et avoir des joueurs qui sont perdus en défense. Et tu vois, l'exemple que tu donnes sur le match de Reims, il est flagrant. On a une défense où tu as 2 joueurs titulaires qui sont pas présents. C'est Nicolas Cozza à gauche maintenant et Nathan Zézé dans l'axe. Et rien que le fait de changer 2 joueurs, tu vois que déjà, tu as des espaces qui sont monstrueux. Et presque, tu te dis qu'en U15, en fait, c'est ce que tu apprends en fait, à bien défendre et à pas laisser des espaces comme ça. Donc, en fait, le fait d'avoir de la densité et d'avoir du nombre derrière, c'est pas suffisant pour bien défendre pour moi. Et malheureusement, on n'est pas assez serein défensivement pour pouvoir bien défendre tous ensemble. Donc, c'est pour ça que je dis, on sait pas bien défendre en fait. C'est ça qui est compliqué, quoi. Est-ce qu'on peut envisager un changement de système pour le match face à Marseille? Par exemple, basculer une défense à 3 pour renforcer un peu son schéma défensif est-ce qu'ils vont prendre exemple sur ce qu'a pu faire Strasbourg, ce qu'a pu faire Angers? Je ne parle pas de Paris parce qu'il faut avoir la maîtrise technique de Paris pour pouvoir reproduire ce type de prestations-là. Mais est-ce que tu peux imaginer, toi, un changement de système de Comboiré? Non, et j'ai pas envie parce que si tu joues à 3 derrière, ça veut dire que tu joues potentiellement avec 2 pistons et ça c'est pareil, il y a eu une grande mode de jouer avec des pistons. L'OM avec Tudor, ça fonctionne parce que tu as des joueurs qui physiquement sont entraînés pour. Nous non, si on met des latéraux pistons à la demi-heure, ils sont morts, hein. Donc derrière, il faut défendre aussi, encore une fois. Donc non, j'espère pas. J'espère qu'on va garder ce système-là qui est pas comment dire. C'est pas mal à la limite de jouer avec ce système-là, mais il faut l'exploiter au maximum. Et quand tu vois derrière devant plutôt des Ablin et des Mostafa Mohamed qui sont tout seuls devant, tu sais très bien que face à 3-4 joueurs, ils vont jamais rien faire. Ou alors une fois de temps en temps peut-être, mais ça va être compliqué pour eux, quoi. Ouais, surtout qu'on sait que, justement, comme tu disais, le maître du monde, ça ne suffit pas pour bien défendre. Mais par contre, on sait que le match contre l'OM, pour beaucoup d'équipes de Ligue 1, il y a ce supplément d'envie, de concentration qui fait que que beaucoup d'équipes arrivent à défendre bas et à nous gêner. Parce que c'est vraiment des fautes de concentration qu'on a pu voir. Hein, et souvent, contre nous, ça arrive moins souvent parce que c'est le gros match de l'année et que les joueurs sont beaucoup plus concentrés. Donc, ça peut aussi un petit peu compenser ce manque d'expérience défensive et de savoir-faire défensif. Ouais, mais pour moi, l'OM, c'est vraiment le match où il faut frustrer l'adversaire. C'est-à-dire que si on veut obtenir quelque chose, il faut arriver à frustrer l'OM parce que là encore, c'est à la Beaujoire, donc c'est pas comme. On sait qu'au Vélodrome, ça peut vite chauffer si jamais il y a pas de jeu. Ça peut mal tourner. Mais même à la Beaujoire, tu vois, si on arrive à frustrer l'OM,
avec le caractère qu'il a et avec les entraîneurs, enfin De Zerbi, pour moi, ça change pas des autres dans le tempérament. Ça va être un mec qui va vouloir forcément gagner. Donc, au bout d'un moment, tu vas forcément commettre des erreurs si tu es frustré. L'OM, comme les autres équipes qui veulent produire du jeu, qui veulent comme ça agresser l'adversaire. Donc nous, si on arrive à bien s'appliquer à défendre pendant 45, 50, 60 minutes, je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer. Par contre, si derrière, on ne s'applique pas à défendre dès le début correctement, on risque de prendre une énorme valise. Surtout que, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais surtout que de votre côté, il faut relever la tête très vite. Donc ça peut être difficile. Ouais. Bah, ça tombe bien que tu dises ça, côté valise ou pas valise, parce que si je prends le classement, allez, je vais le partager ici, je vais vous partager le classement. Après, on va parler des points forts de Nantes, bien évidemment, mais sur le classement, vous restez quand même sur une série quand même très, très compliquée. On est sur 5 matchs sans victoire avec 3 nuls et 2 défaites. Et face à nous, on est aujourd'hui à l'extérieur, on peut dire quasiment la meilleure attaque de Ligue 1 à l'extérieur. On a marqué énormément de buts, 5-0, 5 à Brest, 3 à Toulouse, 5 à Montpellier. Je veux dire, on est capable du meilleur comme du pire sur cette saison. Et Naïm, je sais que tu as voulu mettre l'accent aussi sur un joueur côté nantais. Pour nous, c'est la bonne surprise de ce début de saison. Et moi, j'aime énormément ce joueur. Je trouve qu'il a un beau potentiel. C'est pas le seul à Nantes, mais... Ah, c'est clair. C'est clair qu'on a, pour tout le monde, Nantes, c'est Moses Simon. Et clairement, hein, il est vraiment excellent et il me crée le danger à chaque fois. Mais il y a vraiment un joueur depuis le début de la saison qui m'impressionne, c'est Ablin. Parce que je trouve qu'il est très, très complet. Là, on va le voir venir décrocher là sur cette touche grâce à un bon jeu de corps, se mettre directement dans le sens du jeu et réussir à donner une très bonne passe dans le dos du défenseur. Et c'est ça, en fait, qui m'impressionne chez lui, c'est qu'il sait faire quasiment tout. Il va vite, il est costaud, il est bon techniquement. Là, on va voir son intelligence dans son déplacement, là, sur un débordement de Simon. Il va garder toujours sa distance avec le défenseur au lieu de plonger pour pouvoir se permettre d'être seul alors que tout le monde était attiré par le ballon et conclure et ouvrir le score contre Nice. Là, encore une bonne récupération, une percussion et souvent les bons choix. Là, encore une fois, il va fixer, donner dans le dos du défenseur qui ne peut pas intervenir. Et il va continuer son action. Il va toujours concentrer sur le ballon, mais malgré tout, en se dirigeant vers la bonne zone, la zone libre, où il va se retrouver seul. Il va échouer face au gardien, mais il sera pas parfaitement démarqué après avoir construit son action. Et même dos à la cage, il est très, très utile. Là, on va voir sur cette petite touche, une petite remise en une touche de balle. Il élimine quasiment trois joueurs de Montpellier qui commencent à s'orienter vers lui. C'est vraiment, je le trouve très, très complet. Et là, son but contre Montpellier, c'est quelque chose qu'il faudra peut-être surveiller. Alors là, c'était pas Moustapha Mohamed, mais l'Égyptien est capable de faire ce genre de remise sur des longs ballons. Et lui, là, il a parfaitement fini sur une reprise. C'est un joueur vraiment que je trouve très, très complet. Il sait quasiment tout faire. Et je trouve qu'il est assez sous-estimé. Je ne sais pas ce que tu en penses du côté de Nantes, mais c'est un joueur qui m'a vraiment beaucoup plu. Il y a 2 joueurs dans ce style qui me plaisent cette année en Ligue 1. C'est du côté de Nice. Guessant. C'est Guessant à Nice et Ablin à Nantes. Je trouve que c'est vraiment 2 attaquants très complets et très intéressants. Ouais. Je peux pas dire mieux que ce que tu viens de dire. Je suis complètement d'accord sur Guessant et sur Ablin. Et sur Ablin, oui, moi je vais pas le cacher dans le space. J'arrête pas de le dire. C'est mon joueur de cet effectif. C'est le joueur que j'adore parce qu'effectivement, je trouve le plus complet. Je trouve que c'est un miracle qu'on ait pu le garder et qu'il ait voulu rester à Nantes parce que je pense qu'il aurait eu des touches ailleurs, même s'il n'était pas resté à Rennes. Dos au but, il est bon. Dans l'accélération du jeu, il est bon. Dans la fixation, il est bon. Dans la finition, il est très bon aussi. Après, c'est un jeune joueur, donc bien sûr, c'est pas encore parfait dans tous ces domaines-là, mais on est quand même sur du très bon niveau. C'est quoi son réel poste à lui? Parce que j'ai l'impression qu'il le trimballe sur tout le front d'attaque. Ouais, mais voilà, mais tu vois, c'est exactement le problème qu'on cible nous, c'est que en fait, il est très irrégulier en ce moment parce qu'il est un peu trimballé à droite à gauche sur le front de l'attaque. Et moi, là où je l'aime le plus, et je sais qu'il y a beaucoup de supporters nantais qui sont d'accord avec moi, c'est ailier gauche. Le problème, c'est qu'ailier gauche, il y a Moses Simon. Et donc, c'est un peu compliqué d'associer les deux. Voilà, au même poste, c'est encore plus difficile, bien sûr, mais un Ablin à droite,
pourquoi pas. Moi, j'aimerais essayer Moses Simon à droite et Ablin à gauche. Je trouve en fait tu sais, sur les faux pieds, on parle beaucoup des faux pieds. Bon, Arjen Robben, c'était le meilleur exemple et depuis, il y a eu une grande mode avec ça. Je suis pas un fan des faux pieds parce que, encore une fois, pour moi, il faut vraiment avoir des très bons joueurs capables d'être bons dans ce registre-là. Je pense qu'Ablin est un très bon joueur. Simon un peu moins, je le trouve un peu moins bon à rentrer et à frapper. Je le trouve meilleur pour tu vois, créer du risque dans la défense adverse et mettre un peu la panique dans la défense adverse. Donc je me dis que le mettre à droite, pourquoi pas. Et en plus, il a un pied gauche qui est pas si bon que ça. Donc un espèce d'ailier intérieur à droite, pourquoi pas. Et Ablin à gauche, plus en attaquant du coup, côté gauche. Oui, parce que il a joué à gauche contre Strasbourg, mais bon, du coup, parce que Simon était absent. Sinon, on le retrouve. J'ai l'impression qu'on le voit plus souvent dans l'axe, non? Soit en pointe, soit en soutien de l'attaquant. Ouais. Moi, en pointe, j'aime pas du tout le voir en pointe. J'aime pas le voir neuf parce que c'est vraiment du gâchis de le mettre seul en pointe. Voilà. Mais par contre, à la limite. Ouais, je t'ai partagé un peu les compos parce que, mine de rien, ça change régulièrement. Donc, avec Naïm, on se dit, mais en fait, j'ai pas vu quasiment sur les 5 derniers matchs, il n'y a jamais la même compo. Non, mais c'est le gros point noir. Tu sais, nous, on note les joueurs et Comboiré à la fin de chaque match. Celui qui a la plus mauvaise note, bon, il y a Castelletto parce qu'il y a 2 matchs où il nous a fait perdre des points sur des erreurs très bêtes. Et Comboiré, c'est le deuxième qui a la plus mauvaise note. Parce que en fait, c'est ça. C'est quand tu veux une équipe stable dans le jeu, tu es obligé d'avoir une compo stable. Ça n'existe pas des équipes qui gagnent des matchs et qui n'ont jamais la même compo 2 fois de suite. Ça n'existe pas. Si. Donc, et encore, il y a quand même une idée qui se ressemble de match en match. Tu vois. Nous, c'est ça. À Marseille, tu ne vas pas voir Greenwood en 8. Je sais pas, mais ça me paraît aberrant de voir des joueurs comme ça trimballer à droite à gauche. Nous, c'est pas rare de voir Florent Mollet 8 et puis le match d'après ailier droit et après 10 et enfin c'est pas rare en fait de le voir ça. Donc c'est forcément ça aide pas les joueurs, surtout quand tu as des joueurs comme Ablin, tu vois à la limite le petit point noir qui pourrait y avoir sur Ablin, comme beaucoup de joueurs d'ailleurs, c'est un joueur qui a besoin c'est un homme qui a besoin de confiance. Tu vois, il faut qu'il ait vraiment de la confiance. Ça a des joueurs qui passent un peu au-dessus de ça, mais lui, il a besoin de confiance. Et comment tu veux donner de la confiance à un joueur en lui disant bon, ben, tu vas jouer là, tu vas jouer là, tu vas jouer. C'est difficile, quoi. Donc voilà. Comboiré, c'est vraiment on va dire le plus mauvais du FC Nantes, je trouve, depuis le début de la saison. Ce qui est paradoxal, c'est que en termes de profil, je parle pas forcément de qualité, de talent, de capacité à résister à la pression, mais en termes de profil, on pourrait presque se dire que Ablin serait plus adapté au jeu de l'OM, c'est-à-dire on a beaucoup de ballons, il est bon dos à la cage, il va être capable de le tenir, et Wai serait plus adapté au jeu de Nantes avec un peu d'espace sur des transitions rapides. Donc voilà, on a l'impression qu'un peu nos attaquants ne sont pas au bon endroit cette année. Ouais, c'est vrai. Oui. Bon, après, au niveau salaire, si, ils sont au bon endroit, mais. Aussi, ouais. Voilà. Mais après, nous, tu vois, l'année où ça a bien fonctionné, où on a gagné la Coupe de France et que derrière on fait l'Europa League. Du coup, il y avait Kolo Muani qui est parti la saison où on joue l'Europa League, qui est parti juste avant. Et Kolo Muani, Simon devant, c'était complémentaire, c'était génial. Et puis derrière, tu avais Thierry Vella qui donnait des bons ballons et tu avais Blas qui donnait des bons ballons. Bon, ben, il y a tout pour coller. Là, effectivement, c'était parfait. Aujourd'hui, effectivement, demander à un Mostafa Mohamed de faire la même chose qu'un Kolo Muani il y a 2 ans ou 3 ans, non, c'est pas possible, quoi. Les 3 de devant, c'était impressionnant. Je me souviens de la finale contre Nice, Blas, Kolo Muani, Simon. Plus que la finale, vraiment sur le parcours cette saison-là, sur la deuxième partie de saison, quand ils étaient en forme les 3, c'était impressionnant. Là, il manque peut-être cette profondeur avec Mohamed qui est très bon dans la cage, qui pèse, mais qui peut pas avaler les kilomètres comme pouvait le faire Kolo Muani. Ouais. Mais Mostafa, pour moi, là, je disais, tu vois, dimanche dernier, moi, je suis sorti du train, Mostafa, parce que c'est un très bon joueur. J'adore vraiment ce joueur. C'est vraiment pour moi un très, très bon neuf. Mais il n'a rien à faire à Nantes. On n'a pas un système de jeu qui est fait pour lui. On n'a pas de centreur, alors que lui, il faut qu'il ait des centreurs très, très bons de la tête, tu vois, par exemple aussi, Mostafa. Et il faut qu'il parte. Il faut qu'il aille s'épanouir ailleurs et il sera très bon ailleurs, j'en suis sûr. Mais chez nous, ça y est, c'est terminé.
Ouais, parce qu'il y avait un point que Naïm, le dernier point Naïm que souhaitait présenter, ça tombe bien, parce que tout à l'heure tu as cité des joueurs qui sont capables dans les phases de transition aussi de donner des bons ballons au bon moment. Et malheureusement, c'est un des points noirs qu'on a vu de ce Nantes actuel, c'est les choix. Les choix. Ouais. C'est ce qui Les fait choix, d'une bonne équipe, d'une moyenne équipe, d'une très mauvaise équipe. C'est les choix. Les choix sur les transitions, sur que du coup, c'est un jeu qui est fait pour jouer en transition. On le voit, hein, ils sont bas contre Nice. Ils veulent, lors de la récupération du ballon, aller vite vers l'avant. Et là, on va voir, on trouve un joueur dans l'axe. Il y a un très bon ballon à donner avec un bon espace, mais il va être vraiment beaucoup trop long. C'est les choix et la qualité de passe, vraiment. Ça m'a surpris pour une équipe qui joue de cette manière-là. Là, c'est pareil, on voit qu'on peut prendre un relais avec Mollet pour finir côté droit. Et sauf que Mollet va chercher directement, alors que on va voir la distance qu'il y a entre Ablin et son défenseur. Même si Ablin va vite, il pourra jamais compenser cette distance-là. Et forcément, le ballon est facilement récupéré. Là, c'est peut-être la pire dans l'idée, sachant que on voit pas bien, mais c'est Moses Simon qui est seul en bas et qui va se retrouver en 1 contre 1 à 40 mètres de la cage. On sait qu'il peut faire très très mal. Et là, trop de temps pour donner le ballon, alors que même à la fin de la passe, il était encore loin de son défenseur. Donc vraiment, il y avait l'espace pour le donner. Et contre Strasbourg aussi, même chose, récupération. Les Strasbourgeois sont en train de courir vers leur but. Il y a d'espace. On voit qu'il y a 2 possibilités de passes faciles pour essayer d'aller vite vers l'avant. Mais il a voulu aller encore plus vite vers l'avant avec un long ballon, alors qu'il n'y a aucun Nantais vraiment qui pouvait le faire. J'ai trouvé ça assez surprenant parce que, comme je disais avec Bilal, que des équipes un peu deuxième partie de tableau qui jouent sur la transition et un manque d'efficacité dans le dernier geste, dans les 20-30 derniers mètres, c'est courant. Par contre, en général, ces premières transitions-là, ils savent les faire. Et c'est là qu'ils sont dangereux. J'ai trouvé que sur ces 2 matchs-là, en tout cas, il y avait un énorme problème à ce niveau-là, avec pourtant des joueurs comme Mollet qui devraient être capables de le faire. Ouais, après Mollet revient de blessure là, donc il n'a pas eu énormément de temps de jeu jusqu'à présent. Après le milieu de terrain, ça se fera sans Mollet cette année normalement si on reste sur ce qu'on a là. Pour moi, l'énorme coup dur, c'est la blessure de Le Penant là, qui sera pas là du coup dimanche parce que c'est demain du coup parce que c'est un très très bon joueur et c'est lui qui nous permettait jusqu'à présent d'aller de l'avant et d'apporter on va dire un gros plus offensivement. Thierry Vella est pas hyper constant depuis le début, mais pareil, lui, c'est un joueur qui sait mettre des longs ballons au bon moment, vraiment dans le bon timing et qui met des vrais bons ballons. Mais c'est vrai que là où je te rejoins, c'est qu'on n'a pas énormément de joueurs capables de faire ça, capables d'aller chercher cette passe qui va casser des lignes très rapidement et créer un danger offensivement. Donc oui, en fait, comme on n'arrive pas à bien défendre, on ne sait pas non plus très bien contre-attaquer. Il y a eu l'illusion des premiers matchs parce qu'on a joué des équipes plus faibles et donc on a réussi à prendre des points. J'avais même screené. On a été premier cette saison, hein, faut le signaler quand même. On a été premier, voilà. Mais bon, voilà. Après, maintenant, on va rentrer dans le rang tout doucement et ce qui m'inquiète moi un petit peu, c'est que dernièrement, contre des équipes du même championnat que nous, on prend pas beaucoup de points et on en laisse au passage. Donc, ouais, c'est assez inquiétant, quoi. Ouais, c'est le plus inquiétant. Mais je pense qu'on est assez complet. Moi, je vais te demander 2 pronostics. Je vais te demander 2 pronos, Emric. Le premier prono, tu as une chance sur 2 de gagner. Est-ce que ce match va se jouer à 11 contre 11, oui ou non? Je sais même pas qui arbitre d'ailleurs. C'est pas un arbitre qu'on a l'habitude de voir. Ouais. Je vais te le dire là pendant le temps. Mais est-ce que pour toi, Nantes-Marseille, est-ce qu'on peut se retrouver l'année dernière, c'est vous qui étiez à 10 et Ouais. vous avez quand même fait match nul. Ouais. Sébastien Depéchy, l'arbitre, voilà. Ah ouais, ok. Ouais, donc ça va, il n'y a pas non plus, c'est pas un Le Texier ou c'est pas, voilà. Donc oui, je vais dire oui, ça va se finir à 11 contre 11. Attends, on est d'accord que le rouge pour un entraîneur ou quoi, ça compte pas, hein? Ah non, ça compte pas. Non, 11 Ok. sur le terrain. Donc 11 contre 11, oui. Ouais. Et ton prono sur le match? Mon prono sur le match, alors c'est difficile parce que tu vois, j'avais annoncé l'éviction de Der Zakarian, 6 grosses défaites, et il y a eu grosse défaite et derrière, ben voilà, terminé.
je veux pas paraître méchant s'il y a des supporters nantais qui écoutent, mais moi j'espère un jour ou l'autre que Comboiré, là ça y est, ça va se terminer. J'adore Comboiré, attention, hein, immense respect pour l'homme, pour le joueur, l'entraîneur, etc. Mais il faut que ça se termine. Donc si jamais il doit y avoir une défaite avec 3 buts d'écart et que ça permette de passer à une suite, pourquoi pas, si la suite c'est pas un Gourvenec bis ou une compagnie. La suite, ça pourrait être un Habib Voilà. Bey. Hein. Mais Habib Bey, je vais te dire pourquoi pas à la limite. Pourquoi Ouais, pas. Au moins il y a des vraies idées de jeu qui sont un petit peu dans l'air du temps et tout. Pourquoi pas. Mais je veux pas je veux pas un Courbis ou c'est bon. Il y en a eu assez là. Dupraz et Courbis et Antonetti, non ça va. Ça y est. Donc si ça doit permettre à passer à une vraie suite, pourquoi pas une bonne défaite de Nantes. En revanche, si c'est pour continuer comme ça, je vais et en étant le plus objectif possible, je vais dire défaite de 1. Je vais dire défaite de 1. Naïm, l'éternel optimiste. Tu m'as annoncé match nul face à Paris. Je savais ce que ça voulait dire pour toi. Parce que je ne t'ai jamais entendu me dire autre chose qu'une victoire de l'OM. Donc, j'ai envie de t'entendre, sachant que tu es peut-être le plus subjectif dans les scores pour l'OM. Oui, c'est sûr. C'est une réalité. Oui, je vais dire 3-1. 3-1, je pense qu'on va relever la tête. Je pense que les fautes de concentration de Nantes, même s'ils seront plus concentrés contre nous, ça va leur faire mal face à un joueur comme Greenwood, par exemple. Donc, ouais, je vois bien un but de Greenwood, but de Rowe et but de Rabiot. Ah bah, oh là, 3-0, facile, sans forcer. Pas Rabiot. Hein. Pas Rabiot. Parce qu'en plus, Emeric, là, vu les résultats qu'il y a pu avoir hier, pour Marseille, c'est une autoroute là. En cas de victoire, tu recolles à Monaco, tu pousses encore Lille et Lyon encore plus loin. Donc, on va dire que c'est le match de la rédemption. Je l'ai appelé la rédemption, moi, ce match, comme tu peux le voir derrière. J'ai envie d'être optimiste. Je vais dire Moses Simons pour l'OM parce que c'est Jonathan Rowe, Moses Simons, c'est 2 frères pour moi. C'est les 2 mêmes profils. Donc, je vois bien un 3-1 pour Marseille, moi, avec un but de Moses Simons côté nantais et Rowe côté marseillais. Et je vois bien Neil Maupay et pourquoi pas Cornelius de la tête. Donc on a les buteurs même côté nantais, c'est bien. Ah bah oui, là, attends, on est complet, on n'est pas complet. Hein. En tout cas, Emeric, bah écoute, on a tenu le timing là, 32 minutes. Mille merci à toi, mon pote, mille merci à toi. J'ai envie de te souhaiter le meilleur cette année, sauf pour dimanche, évidemment. Bien sûr. Et espérons que regarde, je vais te donner la meilleure chose pour Nantes. Un bon 3-1 ou un 3-0 pour l'OM, Comboiré qui saute, un entraîneur avec un vrai challenge, une vraie curiosité. Ne me ramenez pas un Hubert Fournier ou un truc comme ça, s'il vous plaît. Okay, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Kita, déconne pas, mon pote. Mais, et derrière, que vous puissiez relancer, parce que vous l'aviez lancé, cette Ligue 1, mais relancer votre championnat, parce que pour moi, Nantes, c'est un fou. Enfin, j'ai envie de dire, c'est un club historique de Ligue 1. Donc, j'aime pas les voir à 3 points de la relégation. Très grand club. C'est un très grand club, Nantes. Il ne faudrait pas l'oublier. Donc, ouais, je partage totalement. Mais merci les gars, merci pour votre invite. Et puis bon, je vais dire la même chose. Hein, une bonne saison avec encore une petite marche où vous cassez la gueule dimanche demain. Mais après c'est bon, après ça va dérouler. C'est bon. Merci à toi, Emeric. Encore merci à tous les abonnés, les gars. On vous le répétera jamais avec Naïm. C'est grâce à vous qu'on continue au maximum à faire des vidéos dans le meilleur comme dans le pire. Et le plus dur, c'est de faire des vidéos dans le pire. Donc je pense qu'on a vécu le pire moment cette saison avec cette défaite au Vélodrome face à Paris et ce 3-0. Alors, juste pour la petite info, Emeric, avant le match, on avait mis un post sur YouTube en disant, les gars, si l'OM gagne, lundi matin, vous avez un live en direct, échange, réponse incroyable. Par contre, si l'OM perd, peut-être qu'on fera une émission le mercredi, mais alors là, peut-être. Et tu vois les commentaires, ils étaient, mais on va leur mettre 4-0 à Paris. Il y a du 4-1, c'est cette année, c'est jamais. Ce qui est beau avec le supporter marseillais, c'est qu'il est amnésique, totalement amnésique. Mais j'avoue que je me suis laissé prendre aussi parce que je voyais vraiment au moins le match nul. Je me suis dit, c'est l'année ou jamais. Paris, ça va bien jouer, mais derrière l'OM, ça peut faire quelque chose. Bon, après, voilà, il y a cette histoire de carton rouge qui a pesé forcément dans la balance. Mais franchement, le match retour, je m'attends peut-être à une petite surprise. Voilà, une petite surprise, ça ferait pas de mal. Ouais. On verra d'ici là qui sera à l'OM, qui sera sur le banc de l'OM, qui sera à la direction de l'OM.
Comboré. Comboré, tu vois. Je peux me lever le matin et voir Comboré sur le banc de l'OM, tu vois. Bah Donc, oui. J'ai vu Gasset à l'OM. Donc, pour moi, à partir de ce moment-là, Ouais. on peut arriver dans le football. Hein. Bon, ce que je sais, c'est qu'on n'aura pas 2 Herbie à Nantes, mais bon, ça. Ça risque d'être un peu compliqué. Tu as vu contre Cessao quand même, Ranieri, c'est. Ouais. Ah, c'est pas... Mais contre Cessao, on l'a lancé en plus, c'est ça qu'il faut dire. Surtout. C'est incroyable. Voilà. Kita, il a eu du nez à cette époque. Hein. Kita, il a eu du nez. Hein. Ouais. Il est enrhumé depuis beaucoup d'années. Mais... il est enrhumé depuis une bonne période. Merci à toi, Émeric. Passe une excellente journée, un bon week-end à toi. Et Naïm, on se retrouve, si Dieu veut, lundi matin pour l'après-match. Ou sinon, peut-être un autre jour. Merci les gars. Et bon week-end à vous aussi, les gars. Salut.